Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Nos mères, deux mots qui résonnent comme un sanctuaire, mais que Fdoua Misk choisit d'ouvrir pour en explorer les recoins les plus secrets. C'est le titre de son livre. À travers une plume qui allie la précision du diagnostic journalistique à la tendresse, Fdoua Misk déshabille le mythe de la mère sacrificielle pour retrouver la femme avec ses rêves. Elle explore cette zone grise où l'amour maternel se heurte aux injonctions patriarcales et où la transmission devient parfois un fardeau de silence et de tabou. Dans cet ouvrage que nous discutons aujourd'hui, Fdoua Misk nous invite à une conversation intime entre les générations. Elle interroge ce que nous faisons de l'héritage de celles qui nous ont portés. Fdoua Misk, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, Méline. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi journaliste. On va parler donc de cet ouvrage, Nos mères. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ? D'abord, c'est parti d'un besoin personnel, parce que justement, ma mère est décédée en 2014, et avec toute cette histoire d'amour qu'il y a eu entre nous deux, le temps de cette vie et même au-delà, j'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose qui me pesait dans cette relation. Et ça m'a pris du temps, du courage et surtout une thérapie pour sonder justement ce qui me dérangeait, ce qui était problématique pour moi dans cette relation d'amour parfaite, disons, que je pensais parfaite. Et en fait, c'est en creusant dans notre histoire à toutes les deux que le sacrifice a fait surface comme le vrai problème qu'il y avait dans notre relation. Son sacrifice C'est son sacrifice à elle. Et effectivement, cela m'a permis en fait de lever le voile sur un problème qui est largement répandu et partagé dans notre société marocaine. C'est ce problème d'injonction au sacrifice et de dévouement total aux enfants. Et moi, depuis mon point de vue de fille, je voulais aussi dire à ma mère, mais à toutes les mères et à toute la société, que demander aux femmes de toujours se sacrifier au détriment de leurs rêves, de leurs besoins, finit en fait non seulement par leur rendre préjudice à elles, mais finit par gâcher même la vie des enfants. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a poursuivie pendant longtemps, même après son décès. Vous l'avez toujours senti, ce sacrifice, mais sans mettre le doigt dessus. Oui, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais peut-être pas les moyens de sonder, de diagnostic, comme tu viens de le dire. J'avais pas les moyens intellectuels pour sonder ce problème-là, pour explorer le sacrifice et ses répercussions sur sa vie à elle et puis sur la mienne. Mais en grandissant, en faisant des recherches, nous sommes quand même à une époque qui nous permet cela, qui nous permet justement de questionner ces dysfonctionnements dans les relations familiales et de réaliser en fait que non seulement ma mère a été poussée par tout un système et toute une société à sacrifier son bonheur. Et quand je dis sacrifice maternel, je ne parle pas des sacrifices de temps ou en argent pour des besoins vitaux. C'est-à-dire, effectivement, quand tu as un bébé ou un enfant en bas âge, c'est normal que tu sacrifies tout pour cet être vivant que tu as ramené à la vie. Mais je parle du sacrifice qui va au-delà. C'est-à-dire sacrifier ses besoins et ses désirs de femme, sacrifier ses rêves d'ailleurs, quand ces enfants-là sont déjà grands et autonomes. Et c'est ça que j'ai vu et c'est ce que je reprochais aussi à ma mère. C'est que à force de l'avoir tout sacrifié déjà, elle ne m'a pas appris à vivre mes propres rêves et à les poursuivre. Et donc elle m'a transmis cette prédisposition au sacrifice. Et ça, je l'ai senti par la suite, surtout quand elle est décédée.
Et puis, d'un autre côté, j'avais du mal en fait à concevoir que l'on puisse tous vivre de cette façon-là. Une femme qui est mise, parce que la maternité au Maroc et dans les sociétés qui se rapprochent un petit peu du Maroc, mais aussi partout dans le monde, la maternité est mise sur un piédestal. Une femme qui devient mère gagne en statut, gagne en respectabilité, en empathie aussi, sauf que comment je schématise moi ce sacrifice, c'est le piédestal qui ne cesse pas de s'élever. Et au bout d'un moment, la femme n'arrive pas à descendre, à faire le pas pour redescendre et pour redevenir femme. Et beaucoup de femmes, par exemple, que dans mon entourage, sacrifient leur vie de femme et n'arrivent plus à refaire leur vie après un divorce ou un veuvage. Et pour moi, le fait de tout sacrifier, non seulement ça retentit sur la personne elle-même, mais en n'étant pas satisfaite, épanouie et heureuse, elle finit par transmettre cela à ses enfants. Et pour moi, un héritage invisible de mère en fille. C'est totalement ça, en fait. C'est une transmission. Et par la suite, quand j'ai commencé ce travail-là, j'ai compris, en fait, que si elle a subi, alors que ma mère c'était quelqu'un de pas mal rebelle, mais si elle a subi cette pression sociale et du système patriarcal, c'est parce que elle-même en fait est fille d'une mère sacrificielle et qu'il y a une transmission transgénérationnelle qui se poursuit et qui protège un petit peu ce système-là et qui ne sera jugulée que lorsque chaque personne, chaque femme en l'occurrence, s'arrêtera pour faire ce travail que j'ai fait sur elle-même, que j'ai fait sur nos mères. Mais par la suite, j'ai compris qu'il n'y avait pas que le sacrifice, il y a d'autres problématiques. À titre d'exemple, je parle aussi du rapport au couple, je parle aussi des parents hélicoptères. C'est les parents qui sont tout le temps sur leurs enfants, à les guetter, à vouloir les contrôler, au point au fait où, moi je caricature, c'est une pièce de théâtre, c'est une fiction, je ne suis pas sociologue, mais le fait de dire qu'à force d'être sur tes enfants, tu vas finir par en faire un enfant qui a toujours besoin d'être contrôlé par quelqu'un d'autre. Et surtout en se référant à cette question du féminisme et du patriarcat, une jeune femme qui a toujours été contrôlée par quelqu'un, elle trouvera normal de continuer à être contrôlée par son mari, par sa belle famille et tout ça, et par la société à plus grande échelle. Donc c'est un appel à s'affranchir de cette pression sociale, tout d'abord. Exact. En fait, c'est un appel à se poser une question sur le patriarcat comme système et sur le rôle et la responsabilité des femmes elles-mêmes dans la transmission du patriarcat. Et je pense qu'à travers les 5 personnages, je donne 5 exemples de ce contrôle du système sur la vie des femmes. Et voilà quoi, c'est juste un petit moment, parce que c'est une pièce de théâtre, c'est pas non plus un cours universitaire. C'est juste un petit moment où on doit s'arrêter pour réfléchir, pour s'identifier à un personnage ou à un autre et se poser la question, est-ce que je vis la même chose? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je retrouve des membres de ma famille dans ce système-là? Et comment on peut faire, comment s'en sortir? Comment expliquer justement que des mères ayant souffert de ce système patriarcal dont vous parlez deviennent parfois malgré elles celles qui transmettent ça à leurs enfants? C'est incroyable. En fait, non, c'est pas incroyable, c'est complètement normal parce qu'elles n'y ont. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on vivait dans une période qui est quand même très intéressante dans le sens où on a accès à la formation, on a accès à une production intellectuelle sur ces questions-là. Alors qu'auparavant, on n'en avait pas, on ne se posait pas de questions. Et je ne dis pas que nos parents n'ont pas réalisé, enfin, certaines mères n'ont pas réalisé ce qu'elles vivaient et n'ont pas réussi à rompre cette transmission, mais je pense quand même que la majorité ne s'est tout simplement
pas posé les bonnes questions. Elle se posait forcément les questions, mais pas certainement pas les bonnes. Et parfois, même en se posant les bonnes questions, si on est seul et qu'on n'a rien pour nous guider, voilà quoi, on va pas forcément avoir la bonne réponse. Est-ce que vous pensez que c'est par la compréhension de la vie de nos mères qu'on peut aujourd'hui s'émanciper en tant que femme? Je pense que c'est une partie de cette. Je reviens encore à cette question du diagnostic. Je suis médecin de formation, donc ça fait écho. Effectivement, il ne suffit pas de diagnostiquer pour traiter, mais ça fait partie du diagnostic. Lorsqu'on va voir un médecin, il commence d'abord par l'anamnèse, c'est-à-dire il va explorer les antécédents personnels et les antécédents familiaux, ceux des parents et tout ça. Et effectivement, c'est la même chose. C'est lorsque une femme ressent qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, un problème, un conflit intérieur, c'est sûr, est lié surtout à sa mère ou à la transmission parentale. C'est clair qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par explorer le vécu maternel pour comprendre des choses, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, il y a cet appel à briser ce cercle de transmission. Certainement, et ce n'est pas suffisant dans le sens que parfois, en connaissant le vécu de nos mères, on va faire en sorte d'agir à l'opposé. Mais ça ne règle pas la question. Alors, on arrive déjà au terme du temps imparti, mais j'aimerais quand même ajouter un petit mot sur votre BD aussi, puisque vous êtes BDiste et vous en avez donc produit une qui s'appelle « Des femmes guettant l'annonce ». Et donc, c'est toujours des écritures très engagées, j'ai envie de dire. En fait, la première écriture, c'était personnel. La deuxième, effectivement, elle était engagée parce que c'était sur un sujet précis, sur un débat public qui a été ouvert en 2015 et qui malheureusement n'a pas abouti aux résultats qu'on attendait. Et c'est en rapport avec l'interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a toujours c'est toujours un même problème. C'est un problème de santé publique qui touche beaucoup de femmes et qui fait toujours débat. Mais en fait, on n'en parle pas aussi souvent qu'il le faut parce que c'est un problème de santé publique. Ça touche énormément de femmes. Bon, je vais peut-être citer les chiffres de l'AMLAC entre 600 et 800 par jour, mais je suis sûre que ça a évolué. Alors, en moins ou en plus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours un problème et on n'en parle pas. On va regarder ailleurs et on fait semblant que ça n'existe pas. Et pour moi, c'était très important aussi de donner un visage à ces femmes anonymes qui ont recours à l'avortement et qui sont souvent stigmatisées. Je voulais leur donner un visage, une histoire et voilà quoi, et des prénoms. C'était important pour moi. Merci à vous, Fedwa Misk. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.